Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. La caméra. Bonjour et bienvenue au show de cuisine. Je suis hors Kamouraska. Il a passé à frontière. On est à Sainte-Félicité avec Samuel Saint-Pierre. Salut Samuel. Salut. J'étais encore en train de vous faire de la viande de bois. Oui, encore. Mais là, c'est comme une spécialité. Là, la viande de bois. Là, écoute, je pense que le monde, ils vont écouter ça. Ils vont dire, coudonc, lui, il passe serré à manger rien que des produits. Je mange pas juste de la viande de bois, mais beaucoup, j'en chasse. Fait qu'il y a des moments précis dans l'année où j'en mange. C'est plus concentré. Là, comme là, on est plus au niveau du printemps. Là, ça va être la truite. Chaque saison t'amène une espèce, une sorte de viande. Bon, c'est sûr que l'hiver, on va avoir de l'orniade, du chevreuil à cause de la chasse d'automne. Mais tu sais, comme là, je vous ai présenté, je vous avais présenté le lièvre. Ouais. Bon, la perdrix, ben elle, c'est peut-être plus moins une viande d'hiver que plus une viande d'automne. Parce qu'on commence à chasser environ aux alentours de la fin septembre, début octobre, puis ça va jusqu'à le 15 de janvier. Okay. Moi, je suis plus un gars qui a la chasse l'hiver, dans la neige, en fait. Ouais. Je dis l'hiver, mais tu sais, parce qu'il y a de la neige. L'automne, j'ai de la misère à la voir l'automne. Mais moi, je l'appelle la dame du crépuscule, la perdrix, parce que c'est vraiment un thrill de chasser la perdrix. Ouais. Tu sais, t'as comme la perdrix de trèfle, t'as la perdrix de bourgeonnage. Ça, c'est deux... C'est une même perdrix. C'est juste que dans son alimentation, ça va changer son goût un peu. Elle va tenir peut-être un peu plus forte, mettons, quand elle va manger du bourgeon de... Ouais. Elle va se nourrir essentiellement de bourgeons de merisier, du trempe, du bouleau blanc. Elle se tient là-dedans. Pas beaucoup dans les érables, plus dans le merisier. Ouais. Puis elle se nourrit du bourgeon, en fait. Fait que là, quand la neige est arrivée, puis il y a beaucoup de neige, ben elle monte dans les arbres. À un moment précis de la journée, c'est au crépuscule. Okay. Fait que c'est là que tu as avoué. C'est plus facile à voir que quand elle est sur le bord des chemins, ben, elle se nourrit en fait de trèfle puis de pierre pour sa digestion. Ouais. Là, tu as avoué moins parce que le camouflage, ça a un plumage quand même assez intense dans le camouflage. Mais quand elle est au crépuscule, là, ça fait comme une silhouette, en fait. Ah. Ça, moi, j'aime ça. Il fait fret, il fait mettons, il fait moins 25 l'hiver, aller jusqu'au 15 janvier, puis là, il fait fret, tu la gagnes en Christ, ta perdrix, parce que tu cours dans la neige. Ça, moi, j'adore ça, cette thrill-là de la chasse à perdrix. Là, des fois, là, t'en as. Tu peux arriver sur un merisier, mettons, tu vas en avoir 5, tu sais. Fait qu'il y a une méthode de récolte pour être capable de les avoir les 5, parce que, mettons, tu as un maximum de droit de 5 perdrix par jour. Ouais, OK. Pour un maximum de... c'est 15 perdrix, je pense. Dans la saison. Dans ta saison que tu peux avoir dans ton congélateur. Ouais. Si tu dépasses ça, tu es légal. Mais en fait, tu as le droit d'en récolter plus si tu te nourris, mettons. Ouais. Fait que si dans tes 15, tu en prends 5, ben, tu peux en reprendre 5. Mais c'est un maximum de 5 par jour. OK. Fait que ça peut arriver qu'admettons, t'arrives dans un arbre puis t'as 5 perdrix. Fait que tu peux faire ta chasse à un moment. Ouais. Et tu commences par la perdrix d'en bas, puis tu montes. Parce qu'aussitôt que tu vas tirer à celle d'en haut puis qu'elle tombe, l'autre, elle va se dire hey, ma pote, elle vient de passer. Je sais pas ce qui se passe, mais de quoi de bizarre. Fait qu'elle va décoller. Puis, je veux dire, le son de la carabine, ça les alarme pas? Des fois, non. Ça dépend si la grenouille de plomb passe proche d'elle. Là, elle va sentir qu'il y a de quoi de bizarre. Ouais. Fait qu'elle va décoller. Puis si ça peut être extrêmement farouche, une perdrix, quand tu l'approches,
Ouais. Je te le dis, là, le coup, quand le coup vient que c'est long, genre, elle vient, là, c'est parce que t'es sur le bord, là, t'es faite, man, elle t'a vu, puis elle décolle. OK. Mais tu vois, moi, j'ai chassé sur le bord du ruisseau de mon enfance cet hiver. C'était là que j'ai fait ma chasse à pied. Des fois, je me promène en char, là, tu sais, dans les traverses, dans les rangs. Parce que t'as le droit de tirer sur les chemins secondaires, vers le chemin. Pas vers le chemin, vers le bois, je veux dire. Ouais. Mais à pied, là, sur le bord des ruisseaux, souvent, elle va se tenir là aussi. C'est parce que comme là, elle est en train de tambouriner. Ouais. Il va aller le printemps, fait que c'est sur le bord des criques d'eau, des ruisseaux, des rivières. Ben, surtout les ruisseaux, qu'elle va nicher. OK. Fait que cette année, j'ai fait ma chasse là. J'étais arrivé un soir, tu sais, c'était. Il y en avait genre 4 ou 5, 7. Non, il y en avait 7. Il y en avait un autre qui avait là, ce monté. que j'entends, t'as pas besoin de caler ça. Là. Tu me Non, parlais du non, dindon, ça là. se colle pas. C'est pas comme Non, le dindon. c'est ça, tu le trouves, puis C'est un gallinacé, mais ça se colle pas pantoute. Ouais, c'est ça, Elle parfait. fait un son, la perdrix, là, mais Ouais. elle n'a pas de call vraiment. Mais que c'est comme ça ta chasse. Tu sais. Ouais. Puis, même, c'est ça, à ce moment-là, j'en avais 7. J'en ai récolté 2. Tu sais, à un moment donné, il y a une affaire, par exemple, faut pas toutes tes tirs. Non, mais c'est ça, si t'es dans un trou, Ouais. tu vas pas vider pour qu'il y en ait des autres années. Ouais. Tu es capable de retourner à la Comme la chasse. cueillette, on parlait de tête de violon. Ouais, c'est ça, les champignons, les têtes de violon, ça, c'est sûr qu'il faut pas que tu. Je pense que c'est pas en bas de 50% de. De cueil. Oui. Ah non, c'est correct. Non, normalement, elle coupe le tournage. Non, c'est ça, c'est en bas de La 50%. responsable de la sécurité incendie. C'est en bas de 50% de ton plan. Là, que tu peux, je pense que c'est même. Tu peux pas voyons, aller au-delà de 30% du plan là, que tu peux récolter. ouais. Ok, Sinon, ok. tu tues. Ouais, c'est ça. Puis Tu sais, la table, perdrix, c'est ça. Si tu en as plusieurs dans son secteur, tu vides pas ton secteur. Ouais, parce ouais, qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une régénération du cheptel. Fait que moi, c'est ça. Je récolte ce que je peux prendre, puis après ça, je reste. Puis, il y a même une anecdote. Dans ce moment-là, quand je l'ai tiré, elle a tombé. Puis là, Chris commençait à faire brunante, tu sais. Fait que là, j'étais comme, tabarnak, j'ai perdu ma perdrix. Elle est partie dans le courant d'eau. Parce qu'habituellement, tu sais, les ruisseaux sont gelés. Mais cette année, ça a venu sur la terre. Là, on a eu une drôle d'hiver. Là. Fait que là, j'étais sûr qu'elle est tombée dans l'eau, puis elle était partie dans le courant. Non, j'ai perdu ma perdrix. Là, j'ai cherché, là, la noirceur est arrivée. Je dis, il faut que je sorte. Faut que j'abandonne. C'est chiant, hein, quand tu perds ton gibier. Hein. Fait que le lendemain, je l'avais encore dans la tête. J'ai dit, Chris, je vais retourner voir au soleil, tu sais, mettons, dans l'après-midi, voir si je la. Tu sais, peut-être que. Ben, Chris, elle était droite au pied parce que je l'avais tirée. C'est juste que je la voyais pas. Ah, c'est ça. Là, elle était gelée, mais elle était consommable pareil. Là. Je l'ai consommée. Elle était pré-congelée. Elle était congelée totale. Elle était bien droite avec ses ailes. Puis... Mais c'est très bon, la perdrix. Tu peux le faire dans des bines. Tu peux mettre une perdrix avec un lièvre dans des bines. Plein de manières de manger ça. En fondu, comme le dindon. Je savais pas. Ouais, avec l'ornial, le chevreuil, ça en fondu, c'est extrêmement bon. Ouais. Mais moi, j'aime bien ça. C'est une recette, au fond, qui vient d'un livre de recettes autochtones. C'était Panchem Mama, je pense. Puis le gars, il s'appelait... Comment il s'appelait, le gars? Manuel Cartness, en tout cas, c'est un livre de recettes autochtones que j'avais pris ça. C'est pas une recette que j'ai inventée. Hein. Mais c'est vraiment bon. C'est au top. Du pané, tu fais frire de la perdrix. Hein. Ouais. On parle-tu d'un livre autochtone genre d'ici ou plus c'est autochtone à Amérique du Nord, je pense. Amérique du Nord, c'était pas juste Québec. Là. Amérique du Nord, même peut-être Canada, Québec, États-Unis. Ou je me rappelle plus trop, là, mais c'était à mon frère qui avait ça. Je me rappelle l'avoir checké. Là. C'était toutes des recettes, par contre, de gibier en fonction. Puis c'était toutes des choses autochtones. Moi, j'ai trippé sur cette recette-là. C'est vraiment bon. Là, t'as fait par cœur, plus besoin du livre. Je check toujours quand même pour pas oublier mes ingrédients parce que ce que tu vas faire, au fond, la première affaire, c'est que tu désoses ta perdrix. Après ça, tu la mets en lanière, puis là, tu vas la mettre dans tes épices. Puis tes épices, c'est du paprika, de la sauge moulue, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, du sucre brun. Moi, si tu vois, j'ai mis... on avait fait du sucre d'érable avec notre sirop d'érable. On avait fait du sucre.
Je l'ai recassé, je l'ai moulu, puis j'ai pris ça au lieu du sucre brun commercial. Parce que c'est toi. Ouais! Ouais, puis tu sais, le sirop d'érable meilleur que du sucre, de canne, hein, on s'entend. C'est l'or du pays, matin. Il y avait, c'est ça, faut pas que j'oublie, il y a du sel aussi. Ouais. Puis, une pincée de poivre de Cayenne. Ça donne un petit goût. Là, c'est-tu, tu sais, mettons, je montre ce qu'il y a là-dedans. C'est-tu tout ce que tu viens de dire est là-dedans? Ça, tout est là-dedans, plus la farine. Sauf que la manière dont tu fonctionnes, c'est que tes lanières, tu vas les je les mets dans mes épices avant de les réajouter encore dans de la farine mélangée aux épices. OK. Fait que puis là, avant de faire la transition entre les deux, tu vas mettre ta viande dans du lait avec du citron. Ouais, c'est ça. Ah ouais, du du jus lait. de citron, là. Direct dans le lait de mes flocs. Tu mets ton... ouais, c'est ça, tu t'en vides du lait. Lait de vache, là. Ouais, du lait, là. OK. Avec du citron frais, tu mélanges ça. Tu laisses ça, des fois, tu peux aller jusqu'à une demi-heure, mettons. OK. Comme là, je l'ai fait, ça doit faire ça à peu près une demi-heure. Hein. Bon, OK. Fait que là, tu pognes ça, tu mets ça dans ta farine, puis là, tu fais frire. Là, ton huile est chaude, puis ça cuit dessus. Tu vois, quand j'ai pris de l'huile, quand mon père et ma mère, eux autres, ils ont la tradition de faire les beignes à Noël. Fait qu'ils gardent leur huile. Ouais. Puis sérieusement, c'était miraculeux de mettre de la viande là-dedans. Ça dorait. Ah. Il y avait comme un sucre qui avait resté. Ouais. Moi, C'est de l'huile de quoi que tu prends? Là, c'est de l'huile de canola. Canola, ouais, c'est ça. OK. Puis de l'huile pour faire les beignes. Puis ben, on la réutilise jusqu'à temps qu'elle soit vraiment plus bonne. Là, mais actuellement, t'es bon avec de l'huile de même, t'es bon au moins 4-5 fois. Là. Ouais. Fait que je te montre ça. Avec la viande à l'étite. Il n'y a rien qu'à en faire, mais ça va devenir graisseux. Ah ben. Parce que tu sais, quand tu mélanges du lait avec de la farine, ça colle. Ah, j'ai la chance d'avoir un beau café qui arrive. Magique. Alors, celui qui débute la journée avec nous, pour la plupart d'entre nous, le café n'a pas toujours fait partie de nos vies. C'est vraiment, le café est arrivé autour de 1900. C'était un outil, c'était très utilitaire. C'était, entre autres, dans les usines, pour faire travailler les gens, pour les faire travailler plus, pour rester éveillés. Donc, on était vraiment dans un outil. Autour de 1960, on a Starbucks qui est arrivé puis qui a créé vraiment le produit de grande consommation. Et c'est à ce moment-là que tous les gens se sont mis à consommer du café. Aujourd'hui, on parle de la troisième vague, Third Wave. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est rendre ce produit d'utilisation quotidienne comme un produit éthique. Donc, au Québec, on retrouve plusieurs micro-torréfacteurs. Donc, il y en a vraiment partout au Québec, d'est en ouest. Et vous avez la chance là, de retrouver un produit de grande consommation, mais qui a aussi une appellation de type terroir. Donc, j'ai deux exemples ici. Là. Souvent, ces cafés-là vont avoir des super beaux emballages très artistiques ou un petit peu plus classiques. Mais l'idée, c'est de vous inviter à découvrir les cafés qu'on torréfie au Québec. Donc, évidemment, il y a toujours les produits de grande consommation, souvent de type Arabica. Il y en a dans tous les supermarchés, mais osez les cafés de spécialité. Et puis, c'est vraiment aussi la façon, c'est des cafés qui vont permettre de faire des cafés de différentes tonalités, des différentes saveurs, plus acides, moins acides, des goûts de chocolat, mais aussi de créer ce qu'on appelle le café art. Donc, vous pouvez faire aussi avec le lait moussé des petits motifs et tout ça. Donc, c'est vraiment ça. Quand on me demande c'est quoi la troisième vague, Third Wave, pour le café, c'est en fait l'art de boire du café. Fait que là, tu la passes dans ta farine. Tu vas-tu à la chasse, toi? On parle de ça. Oui, moi j'apprends. Non, j'ai jamais été à la chasse. J'ai jamais été à la chasse. C'est pas que je suis dans contre la pêche, ça. tu vas-tu? J'ai été une ou deux fois seulement. OK. Ouais. Que j'étais un amateur dans le sens débutant. Okay. Mais moi, ça a été sur le tard. J'ai commencé à faire ça dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'y allais pas vraiment à la chasse à la pêche. Moi, j'écoutais les animaux du bois de Katsu quand j'étais jeune. Puis les animaux, c'était comme mes amis. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que mes amis, ils goûtaient bon pas mal. C'était bon. Ouais, finalement, le lièvre, il est bien bon. C'est dangereux de ton ami. Les animaux du bois de Katsu, ouais, c'est ça. C'était quand même drôle, ça. C'était pour des petits bonhommes à l'époque.
C'était tout Katsu, ouais, le bois de Katsu, je veux dire, c'est un nom amérindien, ça. Ouais, ça se passe dans... L'histoire, ça se passe en Europe. Hein. C'est le bois de Katsu. C'est comme l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht. Hein. Mais c'est comme... C'est une histoire, c'est des animaux qui... Leur forêt est menacée par les humains parce qu'ils veulent construire des parkings puis des immeubles. Puis là, ils décident de s'allier ensemble pour aller dans un parc, une réserve faunique, au fond. OK. Puis là, ben, les prédateurs et les herbivores et les carnivores font alliance. Puis font un pacte de non-agression entre eux autres pour être capables de survivre toute la gang pour aller se rendre jusque dans un long voyage au parc du Dain Blanc. Mais là, ce qui arrive, c'est en cours de route, il y en a une couple qui meurt. Bon, les hérissons se font écraser. Après ça, les salamandres, eux autres, ils meurent. En tout cas, il y en a une petite gang qui... C'était un peu traumatisant, hein? Ben oui, j'entends ça, là. Tu sais, quand j'étais jeune, un peu, là. j'écoutais ça, ça amenait comme ça donnait dépressif, tu sais, un petit peu. Pas dépressif, mais tu sais, c'était comme troublant de perdre des chums, tu sais, des animaux. Il y en a un, c'était trash un peu, pareil, c'était le faisan, là. Lui, il se fait tuer par un chasseur, justement. Le chasseur, il mange lui et sa femme. Ouais, ça, c'était... Ouais. C'était plus rough. Ouais, j'avoue, hein, il finit, tu sais, il voit sa femme sur le bord, il l'a fait cuire. Hein. Là, lui, le mari le faisait, lui, il se met à capoter. En tout cas, c'est une autre histoire. Là. Mais je me rappelle de cette scène-là. Tu sais, c'est drôle. Hein, moi, ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, c'est que, parce que quand même, ça fait un bout que tu m'expliques ta vision de la chasse, je vois que tu respectes l'animal. Tu sais. Oh, oui. Tu sais, moi, je chasse pas, puis c'est pas. Moi, j'ai mal dit avec le braconnage. Mais c'est ça, tout ce qui manque de respect, toutes ces affaires-là. Là, c'est une opinion personnelle que je dis, mais c'est sûr que, ouf, j'aime les animaux, tu sais, faire pas mal pour rien. Non, moi, du monde qui martyrie. Non, c'est premièrement, si tu vas à la chasse et tu n'es pas capable de tirer, reste chez vous. Va pas à la chasse. Puis il y a une autre affaire, moi, le braconnage, ça, j'ai bien de la misère avec ça. Ben oui. Quelqu'un qui braconne à côté, là, excuse-moi, mais fais comme tout le monde, va chercher ton barbier. Oui, c'est ça, c'est très égocentrique. Non, oui. Parce qu'ils veulent pas les chasseurs. On peut en parler un peu, mais le fait d'avoir des permis puis des quotas, c'est justement parce qu'il y a une certaine régulation de la population. Ils ont le droit à ça, puis ils prennent ça. Là. Ouais. Puis ils se foutent de la ressource, ça, moi. Tu sais, comme à la pêche, là. Ouais. Les gars qui vident des trous de pêche, moi, j'ai de la misère avec. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je te parlais tantôt de la perdrix, il faut garder tes... C'est important de garder ton cheptel, tu sais. Oui. C'est la même affaire pour les trous de la truite, tu sais. Quelqu'un qui vide des trous, là, puis au lieu d'en... Tu sais, t'as le droit à 10 maximum, là. Ouais. Avant ça, c'était 15, là, mais là, c'est 10. Bon, justement, c'est pas pour rien. C'est pas qu'on en ait encore longtemps de la truite de moucheté dans les rivières, là. Puis ça, il y a aussi, tu vois, j'ai de la misère avec des gens qui vont penser rien à la chasse d'une manière sportive. Sportive, oui, c'est ça. J'ai un peu de misère avec ça. À un moment donné, tu fais la chasse, c'est pour te nourrir. Là, quelque part, c'est pour avoir de la viande. Ouais. T'as un respect de l'animal, mais c'est pas moi, je considère pas ça comme un sport en soi. Là. Non, c'est une méditation, la chasse. Oui. Oui, comme je l'ai jamais fait, mais tu sais, les 4 heures, les 5 heures en silence dans une tente. Il y a bien du monde qui sont pas capables de faire ça. Tu vas dire que tu penses à plein d'affaires, ta vie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça va mal dans ta vie, mettons? Moi, quand je revenais de Montréal, mettons, dans le temps de Noël, c'était obligatoire la chasse. Il fallait que j'aille à la perdrix pour au lièvre, parce que c'était ma manière de passer des crises existentielles d'angoisse, tout ça. Moi, je faisais ça, je vais dans le bois, puis ça me libère. Donc, il y a ça. Puis, il y a une autre affaire aussi. Il y a une patente, par contre, oui, on parle du fait que. Du braconnage, tout ça, mais il y a dans le sens inverse aussi, du monde qui sont comme trop Walt Disney, Bambi, un peu misère. Tu sais, les histoires comme le parc de Michel Chartrand, à un moment donné, excusez-moi, là, mais il y a tu sais, ta capacité... Moi, je suis pas au courant, le parc, là, je sais pas c'est quoi. OK, t'es pas au courant. Ça va peut-être me revenir. Mais en gros, en fait, c'est que t'as le parc Michel Chartrand, c'est dans plus loin du couloir du Boisé du Tremblay, dans la rive sud de Montréal. Là. OK. Fait que, tu sais, il y a un cheptel de chevreuil, là. La capacité écologique du parc, là, c'est genre, je pense, c'est 15 ou 20, ou même maximum 50 chevreuils. 15 à 20 chevreuils, allez, maximum 30. OK. Il y en a 125. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça détruit tout l'écosystème. Il y a trop de chevreuils. Okay. Fait que les chevreuils mangent la végétation, ils détruisent au fond. Une espèce comme les humains,
espèce vivante qui est trop nombreuse, finit par affecter la nature. Puis la nature se régule. Elle se régularise, ouais, c'est ça. Elle s'équilibre elle-même. Elle s'équilibre elle-même, sauf qu'à un moment donné, c'est les maladies qui vont. C'est de même que tu vas réguler. La nature va. Ben oui. Les humains, un jour, ça va être peut-être la même affaire. Là, on est une espèce quand même qui détruit. Il y a eu un test là, comme 3-4 ans. Ouais, c'est ça. C'était en plein ça, je partais pour dire. On a le genre d'affaires dans le même. Hein. Mais tu sais, là, d'aller récolter ton chevreuil, de permettre à des citadins d'aller à la chasse sur le en banlieue de Longueuil et de Montréal, c'est quoi le problème? Je veux dire. Il aurait pu initier des jeunes à ça. Là, ils l'ont ouvert, je pense. Mais tu sais, la mairesse Catherine Fournier qui avait permis ça, tu sais, ça avait fini. Là, elle se faisait traiter de meurtrière. Puis là, c'était comme... ouais, c'est ça. Il y avait l'autre extrême. Là, t'es c'est ça, comme tu disais, les deux extrêmes sont des positions qui n'ont pas tu récoltes. Il y a du monde qui crève de faim dans les villes, justement. Tu sais, tu peux dire, ben... Tu peux prendre une partie de la viande puis leur donner à des organismes de charité. Il y a du monde qui meurt de faim dans les rues de Montréal. Ils font quoi, là? Non, vous autres, vous regardez ça de manière banlieusard en disant « Wow, c'est beau. » Ouais, mais c'est une manière aussi de se nourrir. Hein. C'est pour ça que le Goldwater... Anne-France Goldwater qui était derrière ça avec Brigitte Bardot, j'étais comme « Ouais, ça, j'ai un peu de misère avec ça. » Brigitte Bardot qui parlait c'est une autre affaire, des phoques, tu sais, ça. J'ai un gars que je connais, il a fait un film, justement... sur le fait de manger du phoque. Okay. Ça en passait à Radio-Canada. C'est du phoque au menu, je crois. C'est Guillaume Lévesque, un gars du bas du fleuve. Ça. OK. Oui, je le connais. Oui. Tu le connais? Ouais. Il vient de... Il respire dans le bout de Rimouski. Oui, il est à Rimouski. Oui, c'est ça. Lui, il a fait un film là-dessus. Je sais pas s'il était attaqué par rapport à tout ça. Là. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord. Moi, du phoque, j'en ai mangé, puis... bon, c'est bien correct. C'est un... tu sais, je veux dire, est-ce que c'est une espèce en voie d'extinction? Non. Il y en a quand même pas mal dans le fleuve. Tu sais, quand je suis allé filmer avec les pêcheurs d'anguilles, ils envoyaient plus qu'ils envoyaient. Bon, tu sais, à un moment donné, je sais pas. Là. En tout cas, c'est sûr que les biologistes sont derrière tout ça, puis c'est eux qui donnent le hockey, comme le caribou. Tu vois, le but d'un permis de chasse, justement, puis du quota, c'est de réguler la population de l'animal en question. Ouais, puis tu sais, ben, t'as un droit de récolte, mais t'as une capacité de récolte. À un moment donné, comme le caribou, ben là, on n'a plus le droit. Ouais, c'est ça, ben non. Les autochtones, lui, c'est clair, on n'a plus le droit. Non, lui, on n'a plus le droit. Même le caribou forestier de la Gaspésie, de Val-d'Or, puis de Charlevoix, ça, c'est une affaire. Ouais. Mais là, on parle aussi du caribou du Grand Nord, la rivière aux Feuilles, dans le bout de la baie James, de la Jamésie, puis tout ce qui est dans le haut de la rivière Georges, là, on est pas loin des monts, c'est des Tangat, c'est moi qui appelle ça. Oui, je pense que c'est ça, oui. Ouais. Le long de la frontière avec le Labrador. Là. Ouais. D'ailleurs, Pierre Perrault a fait un film dans ce bout-là, ça s'appelait le Mouchouanipi. Oh! Ouais. C'était avec les Inuits, les Naskapi. C'est quoi ce capoté? Il va à la chasse avec eux autres. C'est trippant, Nasty. Ben, gars, on n'a plus le droit d'en chasser parce que là, il y a le déclin. C'est normal. Non. C'est pour ça que, tu sais, quelque part, il y a quand même un rapport écologiste là-dedans, là, la chasse. Là. Tu veux pas, genre, que moi, j'aimerais pas ça, genre, qu'on serait plus capable de récolter dans la forêt. Puis Fait que, faut arrêter de détruire notre planète. Hein. Fait que là, c'est ça, t'es rendu à la fin. Fait que là, tu pognes ta perdrix. Ouais. Puis, tu la mets, moi, environ, je la laisse 2 minutes à peu près de cuisson. Il faut que tu gages, tu vois aussi, comme ça. Celui-là, il est quand même pas pire. Ouais. Fait que là, tu mets, bon, celui-là, il était déjà cuit un peu, mais on va l'en remettre. Ah oui. Fait que là, tu le pars, tu mets ta... Essaye d'aller quand même assez vite. Là, au pire, tu le fais en 2 batchs. Là, en bon paresseux, t'aurais-tu pu juste prendre ça non, la main, maintenant, puis laisser aller? T'es mieux d'aller... Avec des pinces, peut-être, puis four. Ouais, tu sais, tu y vas de même, dans même. Là. Tu vas... Non, tu y vas, tu mets pas tout ton stock, parce qu'à un moment donné, tu y vas par petit peu. Là. Pour être sûr qu'elle cuit bien. Habituellement, à 2 minutes, c'est le top. C'est winner. Ça aurait été bon d'avoir mes petites pinces, mais là... Je sais pas si
peux même y aller avec ça, ça va va y aller, ouais. Tu vas, tu gages aussi, c'est comme le gars, elle dort bien. Hein. Ouais. Pas loin du PFK. La perdrix Free On va Kentucky. inviter, un petit Free Kentucky. Hein. On s'entend que le PFK, c'est une autre affaire. Hein. Oui, je pense qu'on n'est pas dans la même, On est loin du monde pas dans la autochtone. même ligue, là. Non, c'est ça. Même moi, le PFK, là, je sais pas pourquoi. Mais... Moi, je tombe malade à la minute, j'en mange. Ben là, ça fait des années que j'ai C'est pas là touché quand à on ça. mangeait ça à un moment donné, je dis comment ça, j'ai trippé dessus quand j'étais jeune. C'est pas malade, hein? C'est gras. Hein? C'est gras. Ah non, mais le poulet et tout, là, il est bizarre. On dirait que... Ouais, les pattes sont spécialement courtes et dodues. Tu te dis que le poulet, il a pas dû Le vivre poulet, il doit avoir une drôle de vie en une cave. drôle de vie. Ouais, C'est pas la perdrix, mettons. Yeah. Il est loin d'être la dame du crépuscule, je veux dire. Mais, Donc là, il nous reste 20 secondes de ce que je vois sur ton timer. ben, pas mal plus. Ouais. Juste au haut quand même mon temps au complet. Là. Tu pognes ça de même. Yeah, c'est ça, c'est beau, ça. C'est bien... celle-là, top de truc. Ça, c'est ma... Ah, Ouais, ça n'a pas toffé longtemps. ça, c'est mon call de... Tu sais, quand je cale le dindon, ben là, je cale de... Là, c'est pas bon signe, je me mets à danser tout de suite. Je te dis, là, il se passe rien. Je te le jure. Fait que là, c'est ça, tu y vas tout le temps un peu de même. Faut Ouais. être sûr de... Ah, c'est une bonne recette de perdrix, ça. Moi, Perdrix frit. Peux-tu me rappeler c'est quoi la panure, là? Excuse, je m'en rappelle plus tout. Je sais C'est- qu'il y avait c'est- paprika, paprika... sauge en poudre. Sauge en... ouais. Ensuite, là, je vais en baisser un peu. Ouais. Je sais que tu avais de la poudre d'ail et d'oignon. Qu'est-ce que tu avais d'autre? De la poudre d'ail, de l'oignon... moi, j'ai mis du sucre d'érable. Ah oui, ben oui. Ouais. J'ai mis du sucre d'érable, du sel, puis de la pointe de cailloux. Pas de canne, OK. J'aime aussi ce petit bout-là. Ça me fait penser à des crevettes tempura, tu sais, des crevettes panées. Ouais. Bon appétit. Ouais. Oh, c'est chaud. Balle chaud. Ouais, c'est chaud. Parfaitement cuit, hein? On C'est sent le rien goût que de la 2 minutes. perdrix. Ouais, ben écoute, bon appétit. Absolument. Allez à la chasse. Hein. Responsablement. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. pas trop Ouais. détruire le cheptel non plus, mais tu y vas avec les règles. Hein. Exact. Puis nous, ben, on se voit la semaine prochaine. Merci. Salut.